C'était il y a un peu plus de 30 ans, en 1994 exactement, Toyota avait une intuition qui allait s'avérer un coup de génie, proposer les prestations d'une berline avec l'habillage d'un 4x4. À l'époque, ce genre n'existait quasiment pas, c'est depuis devenu le standard de l'industrie. Alors, en un peu plus de 30 ans, il s'est écoulé plus de 15 millions de ce Toyota RAV4. C'est également la voiture la plus vendue lors de l'année 2025. Alors forcément, entre-temps, tous les constructeurs se sont engouffrés dans la brèche, du low cost au premium en passant par les généralistes. Tout le monde propose son SUV. Le Toyota RAV4 est-il toujours le maître étalon de la catégorie, celui auquel tout le monde se compare avant de sortir son propre SUV? Et bien pour le savoir, je vous propose de découvrir ensemble cette 6e génération de Toyota RAV4. C'est tout de suite sur l'Argus.fr. Alors je vous ai dit que ce RAV4 avait été lancé en 1994. À l'époque, pour être tout à fait exact, il s'appelait Fun Cruiser. Il n'a pas pu utiliser cette appellation parce que Ford avait les droits sur le mot fun. Voilà, l'histoire en a décidé autrement. Mais pourquoi Fun Cruiser? Parce que tout simplement, à l'époque, c'était en référence à la gamme des Toyota Land Cruiser, les gros 4x4 de la gamme, ces 4x4 légendaires que l'on retrouve aux quatre coins du monde. Et ce nouveau venu, le RAV4, devait un petit peu s'inspirer, dans l'esprit en tout cas, de la gamme tout-terrain de Toyota. On retrouve cette inspiration dans la 6e génération qui s'inspire un petit peu plus nettement du nouveau Toyota Land Cruiser. Alors effectivement, de l'extérieur, on le voit, ce RAV4 a pris du muscle et pourtant les dimensions sont strictement équivalentes à celles de l'ancienne génération. On est toujours avec une voiture de 4,60 mètres de longueur, mais on a l'impression qu'il a un petit peu grandi, qu'il a pris un petit peu en musculature, notamment à l'arrière avec ses ailes un petit peu plus exacerbées, avec ce haillon aussi qui est beaucoup plus vertical que l'ancien. On se souvient, la 5e génération avait une lunette un petit peu plus inclinée. Bref, quelque chose d'un petit peu plus baroudeur, mais je vous l'ai dit, le RAV4, ça a toujours été une synthèse entre le 4x4 et la berline, et ça, on le découvre avec cette nouvelle face avant totalement inédite. Toyota a repris ce qui fait le succès de ses autres modèles, notamment les versions électriques, je pense au BZ4X ou encore au CHR+, récemment introduit dans la gamme, avec notamment ce regard à double étage, cette face avant que Toyota nomme Hammerhead, peut-être de marteau, allez savoir pourquoi, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça reprend un petit peu les codes de l'électrique, notamment avec cette grande calandre d'un seul tenant. Alors ça, on va avoir ça sur les versions qui ne sont pas les versions GR Sport. La version GR Sport est un petit peu plus musclée à l'avant, elle a une vraie calandre. Ici, en attendant, on a juste cette ouverture, cette twist qui donne un petit peu l'originalité de ce design de la 6e génération. Bref, Toyota a un petit peu musclé son jeu. Est-ce que ça va être la même chose à l'intérieur? Je vous propose qu'on aille découvrir ça tout de suite. Beaucoup de changements à l'extérieur, mais également à l'intérieur, avec une toute nouvelle planche de bord qui, elle aussi, s'inspire très fortement de ce qu'on trouve sur le Toyota Land Cruiser, avec donc un aspect un petit peu plus 4x4, un aspect un petit peu plus baroudeur. Et puis Toyota a aussi essayé d'améliorer l'ergonomie. Alors, ça passe d'abord par l'adoption, ça c'est classique, chez toutes les marques, de plus grands écrans. On a un combiné juste devant nous de 12,3 pouces, un plus grand écran central de 12,9 pouces, plus d'espace qu'avant, surtout une dalle un petit peu plus fine, un petit peu plus lumineuse et surtout plus réactive. Le plus important, c'est que Toyota a développé un nouveau système qui s'appelle AREN et qui concerne à la fois l'ergonomie, mais également la navigation et les différentes fonctionnalités à bord. Alors, sur l'écran central, c'est relativement classique, on a plusieurs modes d'affichage où on va avoir par exemple la réplication de la navigation et puis les ADAS aussi. C'est plus fluide qu'avant, l'affichage est un petit peu plus grand et surtout il est meilleur en plein soleil, ça on a pu le constater, surtout ici sous le beau soleil de Malaga. Le principal changement, c'est bien sûr cette grande dalle tactile. Alors en ce qui concerne le système de navigation, ils sont partis sur une navigation qui est empruntée à TomTom. On a également les alertes de radar fixe comme mobile, ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est pour ça je pense qu'ils parlent d'une navigation qui est sensiblement équivalente à celle de Waze. On n'a pas non plus toutes les fonctionnalités de Waze. En revanche, on va avoir quand même une vue en 3D qui est beaucoup plus fluide qu'avant. Ça c'est aussi un progrès qui est pas mal au niveau de ces interfaces par rapport à ce qu'on avait avant. Mais surtout, le grand progrès va concerner les aides à la conduite. Ça, les conducteurs de Toyota le savent, c'était parmi les marques où les aides à la conduite étaient le plus intrusives et surtout les plus difficiles à désactiver. Alors ça s'est amélioré, même si Toyota, dans le même temps, a dû évidemment se conformer
aux différents règlements GSR2. On a notamment ici ce petit capteur qui va surveiller la tension. Ça, on l'avait pas avant, c'est nouveau, c'est obligatoire sur tous les véhicules. Mais désormais, on a, grâce à un bouton magique, la possibilité déjà de désactiver tout de suite l'alerte de limite de vitesse. Ça, c'est quand même très reposant, même si évidemment on vous conseille de respecter les limitations. Et puis, on a un menu maintenant qui est dédié et qui va nous permettre, en 2 clics, d'accéder directement aux différentes aides à la conduite, de les activer, les désactiver. Alors là encore, en termes d'ergonomie, c'est pas forcément aussi efficace que ce que fait Renault ou Dacia avec son système MySafety Perso, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Donc pour ça, merci Toyota, c'est quand même beaucoup plus reposant quand on conduit. Et puis le reste, on a évidemment cette nouvelle planche de bord, je vous l'ai dit. Alors, en bon journaliste auto, je devrais faire quelque chose comme ça et vous dire que oui, ce sont des plastiques durs. Alors, qui dans la vraie vie fait ça réellement? Pas grand monde. Alors oui, effectivement, c'est du plastique dur. On a un petit peu de revêtement moussé ici, mais on est chez Toyota. Vous revenez dans 15 ans, ça sera la même chose, ça n'aura pas bougé, c'est costaud, c'est solide, c'est ce que demandent réellement les gens. C'est vrai que pour un prix, on le verra plus tard, qui commence aux alentours de 46 000 €, ça peut faire un petit peu tiquer. Maintenant, l'assemblage est plutôt pas mal fait. Et puis, on a sur cette console centrale un nouveau levier de vitesse que Toyota baptise Shifter. On n'a plus le gros levier traditionnel qu'on avait avant. Ça permet de réduire un petit peu la place dévolue à ce levier de vitesse et de libérer un petit peu plus de rangement. Ici, évidemment, les indispensables porte-bouteilles et porte-canettes. Et puis, un petit peu plus de rangement partout avec 1 et même 2, selon les finitions, recharge rapide pour les smartphones. On a également ici, ça c'est nouveau sur cette génération, ce rangement à l'intérieur, alors qui n'a pas l'air réfrigéré. C'est vrai qu'en termes de solidité, c'est pas génial. On a quand même l'impression que c'est un petit peu du plastique très dur et pas forcément de très bonne qualité, mais il est réversible. On a ce petit plateau ici, voilà. On le sait, le RAV4, il fait un carton aux États-Unis et les Américains, ils accordent moins d'importance à la qualité des plastiques qu'à la qualité de vie à bord. Et là-dessus, pour le coup, la mission est remplie. On retrouve la possibilité de basculer également d'un mode hybride à un mode 100% électrique, dans la limite de la batterie bien sûr, mais ça peut être utile en ville. Et puis on a ici ce bouton du Drive Mode qui permet d'avoir plusieurs réponses de la voiture, plusieurs programmes. On a le normal, l'éco, le sport, ça vous le connaissez, et puis un mode personnalisé qui va permettre de choisir à la fois la réponse moteur, l'assistance de direction et quelques petits paramètres. C'est pas la révolution, la plupart des constructeurs proposent ça. On va maintenant parler de l'habitabilité. Ce RAV4 de 6e génération utilise la même plateforme TNGA-K que l'on avait sur la 5e génération, la génération précédente donc. Je vous l'ai dit, on a les mêmes dimensions à l'extérieur, on a également les mêmes dimensions à l'intérieur. Il n'y a pas vraiment de très grands progrès en termes d'habitabilité. Un progrès quand même, la position de conduite, les écrans sont un petit peu rabaissés. Toyota annonce 40 mm. Ça se ressent un petit peu aussi sur la position de conduite. Le siège descend un petit peu plus bas qu'avant. Quand on est grand comme moi, c'est quand même plutôt agréable. On a moins la tête qui va avoir tendance à aller toucher le pavillon. Attention cependant, si vous prenez l'option toit ouvrant ou toit ouvrant panoramique, vous allez descendre un petit peu la garde-toit de 10 mm. Voilà, donc à l'avant, on a une belle habitabilité, on a de la place pour les jambes. Même les grands gabarits seront à l'aise, qu'ils soient à la place du conducteur ou du passager. Je vous propose qu'on aille tout de suite voir ce qui se passe à l'arrière et dans le coffre. Même plateforme, même habitabilité, et donc on retrouve le même espace à l'arrière. C'est plutôt une très bonne valeur pour la catégorie. Alors là, on n'a pas triché, j'ai vraiment laissé le siège dans ma position de conduite. Je fais 1m92 et vous voyez, même derrière moi, installé à la place arrière, j'ai de la place à la fois pour les genoux, j'ai surtout pas mal de place pour le toit. Ça, c'est pas mal, ça fait partie vraiment des bons élèves de la catégorie. Comme d'habitude, une place centrale qui est un petit peu moins bien lotie que les deux places latérales. C'est un petit peu ferme, malgré tout, elle est quand même un petit peu plus large que ce qu'on a chez pas mal de concurrents. Donc, au niveau de l'arrière, c'est franchement pas mal. C'est un véhicule familial, c'est normal, mais c'est pas forcément le cas chez tous les acteurs de la catégorie. Seul petit défaut à l'arrière, je trouve que le dossier est un petit peu trop incliné dans sa position d'origine. Heureusement, vous le voyez, on peut un petit peu l'avancer pour avoir une position un petit peu plus verticale. Ça, c'est pas mal. Après, la modularité, elle reste assez basique. Il n'y a pas de banquette coulissante. Bon, il n'y en a pas vraiment besoin. En revanche, on a un très grand coffre. Alors, au niveau des volumes du coffre, attention, l'ancien RAV4 de 5e génération a annoncé 580 litres.
mais c'était selon les mesures de l'ancienne norme. Ici, on a 510 litres à la norme VDA, ce qui fait qu'en fait, si on devait mesurer ce nouveau coffre par rapport à l'ancienne norme, on aurait sans doute bien plus de 600 litres, environ 650 litres. Donc il y a un progrès en termes de volume de coffre. Il est plus grand, il est surtout un petit peu plus haut et que je vous l'ai dit, comme on a ce haillon un petit peu plus vertical, on a aussi un petit peu plus de place. Et puis quand on rabat les sièges, la modularité est simple. On a juste une banquette 1/3, 2/3, mais ça se rabat et ça forme un plancher quasiment plat. On a un plancher à double niveau à l'arrière. Ça permet d'embarquer de grands objets et comme d'habitude, je vous l'ai dit, c'est un véhicule familial. Et quand on va l'après-midi chercher ses meubles ou faire ses courses ou transporter pas mal de choses, le RAV4, là encore, remplit parfaitement sa mission. En 30 ans, ce Toyota RAV4 a beaucoup évolué techniquement et mécaniquement. Il a connu pas mal de moteurs différents. Il est né avec un moteur essence. Comme beaucoup de monde, il s'est converti au diesel dans les années 2000-2010. Et puis, en 2016, ça a également été l'un des tout premiers SUV hybrides. Et c'est depuis devenu la marque de fabrique de Toyota et notamment de ce RAV4 qui aujourd'hui n'existe plus qu'en motorisation hybride. Alors la gamme est assez simple, on a deux motorisations, une hybride simple, une hybride rechargeable, deux transmissions, une transmission 2 roues motrices et une transmission 4 roues motrices. Aujourd'hui, ce qu'on essaye, c'est la version hybride simple à 2 roues motrices. Ce sera forcément, en tout cas en France, la plus vendue, mais vous allez voir, on a aussi quelques changements sous le capot. Certes, Toyota a reconduit son ancien bloc hybride, ça, il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus, ça a toujours été ce bloc depuis la première génération du RAV4 hybride en 2016, mais il y a quand même quelques petits changements qui arrivent, avec notamment ce bloc 2,5 litres, 4 cylindres, toujours atmosphérique, mais dont la puissance est réduite, pendant qu'à l'inverse, la puissance électrique, elle, grimpe désormais à 136 chevaux. On a un petit peu plus d'équilibre entre les deux motorisations, la transmission est toujours la même, c'est toujours la boîte CVT. On va voir si on a toujours ces effets de patinage. En attendant, ça a permis à Toyota de baisser le grammage en CO2 de son nouveau RAV4. On y reviendra à la conclusion, de réduire un petit peu plus le malus encore. Forcément, ils n'ont pas le choix, comme tout le monde. Ils ont beau être les pionniers du SUV hybride, ils doivent se conformer, comme tout le monde, aux règles européennes. On a des puissances qui sont en régression par rapport à la précédente génération. Ainsi, ce bloc hybride simple, il passe de 218 à 185 chevaux. Et pourtant, Toyota annonce des performances supérieures. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille vérifier ça tout de suite sur la route. Au volant, qu'est-ce que ça donne ce nouveau Toyota RAV4 ? Alors, on va déjà commencer rapidement par la ville. Honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de suspense. C'est pas pour rien que le système hybride Toyota est le système de prédilection des taxis et autres VTC. C'est très efficace, c'est très doux. La boîte de vitesse CVT offre vraiment un bon confort de conduite en ville. La consommation est basse. Bref, là-dessus, ça ne régresse pas, ça ne progresse pas par rapport à ce qu'on connaissait. On a toujours des consommations, je vous l'ai dit, très maîtrisées, une grande douceur de conduite. Bref, c'est toujours aussi réussi en ville. Sur la route, je vous l'ai dit, on a cette fois-ci un moteur thermique un petit peu moins puissant, mais heureusement, le couple de 221 Nm est toujours conservé. On a un petit peu plus de puissance électrique. Comment ça va se traduire ? Eh bien, sur la route normale, on va dire sur le réseau secondaire, les départementales et autres, il n'y a pas vraiment de différence par rapport à avant. On a une bonne combinaison des deux entre le thermique et l'électrique qui vient en assistance. Essentiellement, quand il va s'agir de doubler, de démarrer, etc., l'électrique est bien présent. Ça ne change pas grand-chose. On sent juste un petit peu plus des fois de vigueur que ce qu'on avait avant. Tout simplement, par exemple, pour les accélérations, je vous l'ai dit, le 0 à 100 km/h est plutôt meilleur que celui de l'ancienne version, une demi-seconde environ, tout simplement parce qu'on a plus de puissance électrique. On a également des phases de roulage en électrique qui peuvent être parfois un petit peu plus longues et un petit peu plus rapides. En revanche, quand on va prendre un petit peu de rythme, là, on va sentir quelques différences par rapport à l'ancienne version, parce que vous le savez, surtout les moteurs thermiques, c'est la même histoire. Plus on prend de rythme, plus on prend de la vitesse et plus forcément on sollicite le moteur thermique. Alors, ce 2,5 litres, il a toujours autant de couple, certes un petit peu moins de puissance, mais quand on va le solliciter, il va être toujours aussi réactif et toujours aussi efficace. On a certes toujours cette boîte CVT qui a tendance à un petit peu trop glisser parfois quand on est en montagne, comme là où on est actuellement. Forcément, quand on va accélérer un petit peu fort, quand on va vouloir doubler ou quand on va vouloir tout simplement attaquer des reliefs à un rythme un petit peu plus élevé, là forcément on va entendre le moteur qui va se mettre très rapidement à des régimes de rotation élevés. C'est pas très gênant en soi, mais on a toujours ce système CVT. Et aujourd'hui,
il y a mieux sur le marché, il y a des systèmes hybrides qui sont un petit peu plus efficaces, même si là encore, ça reste tout à fait agréable à rouler malgré tout. Sur autoroute, pas non plus de grandes différences. Là encore, beaucoup de sollicitations du thermique et des consommations globales qui n'évoluent pas trop. Alors certes, Toyota a annoncé des consommations un petit peu plus basses, mais malgré tout, dans la vraie vie, on peine à les retrouver. On va être entre 6 litres et 6 litres et demi sur la plupart des configurations, un petit peu moins en ville, aux alentours de 5 litres, 5 litres et demi, un petit peu plus sur autoroute, aux alentours des 7 litres. Au niveau du comportement, maintenant, Toyota a reconduit, je vous l'ai dit, la plateforme TNGA-K. Pas de grosse différence là non plus avec l'ancien RAV4, c'est la même plateforme. Alors, toutefois, le constructeur annonce avoir un petit peu rigidifié l'ensemble, 10% environ de rigidité gagnée sur la caisse. Ça va se traduire effectivement par un comportement un petit peu plus précis. Ça se traduit également aussi par une suspension un tout petit peu plus ferme. Alors là, on est avec des roues de 20 pouces. Ça sera certainement un petit peu meilleur avec les roues de 18 pouces des finitions inférieures. C'est vrai que ça a un petit peu tendance à percuter sur les irrégularités de la chaussée, sur les saignées ou tout simplement sur le mauvais bitume. En revanche, sur la route, on retrouve le bon confort que l'on connaissait déjà sur la précédente génération de RAV4. Quelque chose qui est certes pas très sportif, qui est plutôt nonchalant en virage, quand même une petite réserve. Quand on essaye un petit peu de prendre du rythme, notamment en montagne, on sent que le train avant est quand même un petit peu lourd. Est-ce que c'est dû aux pneus? Est-ce que c'est dû à la nouvelle géométrie de train avant ou au nouveau réglage de suspension? Toujours est-il que parfois, il refuse un petit peu de tourner. Alors, il n'y a rien de dangereux, mais il a quand même une tendance au sous-virage qui est assez marquée. Pour le reste, c'est un véhicule qui se conduit en bon père de famille. Et ça tombe bien parce qu'il est fait pour les bons pères de famille. Juste une dernière petite précision, Toyota a travaillé encore une fois la sécurité. Ça fait partie également des valeurs de la marque avec la fiabilité. Mais en termes de sécurité, il y a déjà une première fonctionnalité qui est la dashcam intégrée. Elle utilise la caméra de stationnement à l'avant et elle enregistre en permanence des tranches de 20 secondes de la conduite, ce qui va faire qu'en cas d'accident, par exemple, vous allez avoir un enregistrement des dernières secondes qui précèdent l'accident. Ça peut être intéressant. Ça, c'est une fonctionnalité qui est livrée en standard sur tous les niveaux de finition. Et puis, autre chose encore, le RAV4, c'est non seulement, je vous l'avais dit, la voiture la plus vendue au monde en 2025, mais elle a aussi un record qui est un petit peu moins amusant. C'est également l'une des voitures les plus volées. Et Toyota a pris le taureau par les cornes en intégrant de nouvelles fonctionnalités. La première, c'est une fonction qui va immobiliser la voiture grâce à un abonnement spécifique qui est inclus sur les premières années avec le véhicule, mais qu'on peut également paramétrer avec son téléphone portable et qui empêchera le démarrage du véhicule. Et la seconde fonctionnalité, ça va être de la géolocalisation en temps réel. Vous pourrez suivre ça, par exemple, avec l'application Toyota. Alors, évidemment, je ne vous souhaite pas de vous faire voler votre véhicule, mais si c'est le cas, vous avez une carte Vodafone qui est intégrée au véhicule et qui permet de le suivre en temps réel. Et je l'espère pour vous, de le retrouver. Voilà, il est temps de conclure notre essai de cette 6e génération du Toyota RAV4. On va d'abord commencer à parler des tarifs. Les prix démarrent en finition dynamique à 46 450 €. Notre finition graphique vaut 3 000 € de plus, 49 450 €. Quant aux deux finitions haut de gamme, elles dépassent allègrement les 50 000 €. Alors effectivement, ce sont des tarifs qui ne sont pas forcément très compétitifs dans la catégorie. On va parler très rapidement de la concurrence, notamment la concurrence la plus féroce qu'on va avoir en France, que ce soit le C5 Aircross, le Peugeot 5008, pourquoi pas le Renault Austral, et puis aussi un certain Dacia Mixster qui commence ses prix beaucoup plus bas, à moins de 30 000 €. Et d'une manière générale, les autres modèles que je vous ai cités ont plutôt tendance à démarrer leur gamme tarifaire un petit peu plus bas. Donc ce Toyota RAV4, c'est pas le moins cher de la catégorie, et comme vous avez pu le voir, c'est pas forcément non plus le mieux fini. C'est pas celui qui va forcément avoir le comportement le plus dynamique. Bref, vous allez me dire, c'est pas très positif comme conclusion. Si, parce que malgré tout, Toyota réussit à faire perdurer ce qui fait les qualités de son RAV4, c'est-à-dire un modèle extrêmement polyvalent. Et puis, il y a un argument dont on n'a pas parlé et qui pourtant est primordial pour les acheteurs de ce type de modèle, c'est la fiabilité. On le sait, Toyota, c'est une fiabilité à toute épreuve. Ça vieillit très bien, le taux de panne est en général inférieur à celui de ses concurrents et ça en soi c'est déjà un premier argument.
Et puis le second argument qui est peut-être le plus important, Toyota a réussi là où la plupart des autres constructeurs ont échoué, à savoir créer un vrai véhicule mondial. C'était le fantasme de beaucoup de constructeurs qui cherchaient à avoir un véhicule qui pourrait vendre un petit peu partout. Et à chaque fois, ce Toyota RAV4 arrive à satisfaire les besoins de ses clients, des familles essentiellement, en proposant des prestations qui certes ne sont pas forcément à chaque fois les meilleures du segment, mais avec une belle homogénéité malgré tout. Voilà, j'espère que vous avez appris tout ce qu'il y avait à savoir sur ce nouveau Toyota RAV4. N'hésitez pas à consulter notre article également sur le site de l'Argus.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube l'Argus. N'hésitez pas à vous y abonner et à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. À bientôt!